Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. C'est avec un grand soleil lumineux et magnifiquement éblouissant que je fais cette vidéo. Non, je rigole, dans les 1er mai, dehors c'est le mois de novembre. Voilà. Je suis en t-shirt pour essayer de faire venir un peu le beau temps, mais c'est un peu compliqué. Donc je suis désolée si la luminosité est pas géniale, parce que j'ai dû mettre une lumière artificielle, parce que sinon on ne se voyait pas. Et le but c'est quand même que vous puissiez voir les livres dont je vais vous présenter. Donc voilà. Aujourd'hui je vous partage un bilan lecture qui ne sera composé que de 4 lectures et qui sera complètement sur l'imaginaire. Donc fantasy, fantastique et science-fiction. En l'occurrence, la science-fiction, j'en ai pas, donc ce sera surtout fantasy, fantastique. Je sais que c'est pas forcément le style que vous préférez sur cette chaîne, mais ce sont les dernières lectures que j'ai faites. Les prochaines devraient être davantage centrées sur le polar, et j'aimerais vous proposer très bientôt un bilan lecture spécial polar d'ailleurs. Donc je commence, j'ai lu en lecture commune, je l'ai fini début de semaine, je l'ai lu avec Aurélie et Alexandra, Jusqu'en enfer de Leigh Bardugo, des éditions de Saxus, donc j'ai là également en édition collector. Voilà. C'est le tome 2 de, je crois que c'est une trilogie autour de Alex Stern, et le premier tome s'appelait La 9e maison. Donc c'est de la Dark Academia, c'est-à-dire que ça se passe de nos jours dans notre monde, mais il y a de la magie qui existe dans ce monde, et ça se passe au sein du campus de Yale. Donc c'est pour ça qu'on dit Dark Academia. J'avais lu le premier tome, La 9e maison, je pense il y a bien 3 ans, et du coup l'autrice a mis un petit peu le temps à écrire ce livre et à le faire publier. Il est sorti, il me semble, fin d'année dernière, fin 2023, je sais plus exactement le mois précisément, et je ne voulais pas trop le faire traîner, et là en plus du coup comme Alexandra avait organisé une lecture commune et qu'elle m'a proposé, je dis bah avec plaisir, au moins ça me permet de ne pas le faire trop rester dans ma pile à lire. Donc dans le premier tome, on suit Alex Stern, qui s'appelle aussi Galaxy Stern, qui est une jeune femme qui a une vingtaine d'années et qui a eu une jeunesse, une adolescence très très compliquée. Elle est tombée dans la drogue, elle était avec un groupe de personnes vraiment néfastes qui étaient aussi droguées qu'elle et qui abusaient de sa situation de droguée. Et un jour, en fait, elle va se réveiller dans un entrepôt et autour d'elle, ça va être un carnage. En fait, il va se passer quelque chose, elle va être une des seules survivantes. Elle va se retrouver à l'hôpital et contre toute attente, alors c'est pas le proviseur, j'ai plus le terme, mais une personne bien placée au sein de l'université de Yale va aller la voir et lui dire d'intégrer en fait Yale au sein de la 9e maison, donc du l'été. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a une capacité assez particulière, c'est qu'elle a la possibilité de voir les gris, donc elle voit les fantômes, chose qui est très rare pour les autres personnes, en fait, les autres étudiants ou autres humains, en fait. Pour cela, il faut faire des rituels. Et elle a la possibilité de le faire sans rituel, en fait, c'est naturel chez elle, c'est comme ça depuis qu'elle est enfant. Elle a d'ailleurs eu pas mal de soucis avec ça, parce que quand elle commence à expliquer qu'il y avait des gens qui étaient morts, forcément les gens la prenaient un peu pour une folle, alors que voilà, c'était juste un don qu'elle avait. Et donc elle va se retrouver sur ce campus et elle va devoir en fait avoir au sein du l'été un rôle de surveillance auprès des autres maisons, donc des autres sororités, où en fait elle doit gérer les rituels de magie. Pour ça, elle est l'assistante de Arlington, Daniel Arlington, qui est son mentor et qui lui est aussi responsable au l'été et qui est là également pour réguler tous ces rituels magiques. Et voilà, je vous en ai déjà dit beaucoup, je vous ai rien spoilé, mais au moins ça met en place l'univers. Et là, du coup, en fait, dans ce tome 2, on le retrouve donc surtout Alex au tout début, qui doit faire face à une situation qui est arrivée dans le milieu du premier tome, où elle doit du coup retrouver quelqu'un, et cette personne va devoir aller la chercher jusqu'en enfer. Voilà, il porte bien son titre. Alors, j'ai bien aimé cette lecture, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de longueur parfois, en fait c'était un petit peu inégal. Il y a des moments où il y avait de l'action, où les chapitres s'enchaînent, et des moments où c'était un peu plus lent. Et je trouve que ça faisait un peu réticent de la lecture. Après, j'ai beaucoup aimé retrouver tout simplement Alex Stern, qui est un personnage que j'aime bien. Je trouve que vraiment elle a vécu des choses pas drôles et à côté de ça, elle arrive quand même à rester combattante et tout. Et elle fait de toutes ses blessures des forces qui vont l'aider du coup dans sa quête. J'ai bien aimé l'écriture de Leigh Bardugo, même si au début j'ai trouvé, alors je sais pas si c'est du fait de son écriture, de la traduction, il y avait des phrases assez surprenantes. J'ai pas d'exemple à vous donner, mais il y a des moments où en fait j'ai pas compris.
soit j'ai pas compris la tournure de la phrase, soit la phrase ouais, était vraiment faite de façon à me dire mais je comprends pas ce qu'elle veut dire. Donc voilà, à part ces petits ratés, et encore c'était une version numérique que j'ai lue, donc je ne sais même pas si c'était bien le même texte que le livre. Mais voilà, ça a été une bonne lecture, je suis assez contente de l'avoir lu. C'est le 5e roman de chez De Saxus que je lis depuis le début d'année, et je suis contente parce que c'est une partie de ma pile à lire que je voudrais faire baisser en priorité. Parce que j'en achète quand même assez régulièrement, et je voudrais quand même faire baisser leur nombre. Et pour la petite info, le tome 1, donc la 9e maison, est disponible en poche chez les éditions J'ai lu. Ensuite, j'ai lu également en lecture commune avec Pamela du conte La Bibliothèque du Dragon, Ce cœur empoisonné de Kaylin Byron aux éditions Sabran, donc qui est un label issu de Saxus qui lui est centré sur la réécriture de contes. Ici, dans cette histoire, on va suivre Briseis, donc qui est une jeune femme qui vit à Brooklyn avec ses 2 mamans. Ses mamans sont fleuristes, on est pendant les vacances d'été. Et là, elles vont se retrouver confrontées à un problème financier. C'est qu'en fait, comme le quartier devient un peu plus huppé, les biens immobiliers augmentent et le loyer de l'appartement où elles sont va tripler. Et du coup, elles vont plus pouvoir payer, donc elles se retrouvent un petit peu dans une situation compliquée. Et c'est à ce moment-là qu'une avocate vient frapper à leur porte et qui leur annonce que la tante de Briseis a été enfin déclarée décédée parce qu'elle a disparu depuis un certain temps, et comme ils n'ont pas retrouvé de corps, il y a un moment ils ont dû déclarer qu'elle était décédée. Et en fait, elle est son héritière. Donc elle hérite d'un domaine avec beaucoup d'hectares, un grand jardin et surtout un grand manoir. Et du coup, pour elle, c'est vraiment la solution au problème qu'avaient ses mamans et elle lié au logement. Donc elles vont aller dans cette maison. Je n'ai plus le nom du lieu où c'est. Donc elle va aller là-bas et elles vont prendre possession des lieux. Et une fois sur place, en fait, Briseis, elle va se rendre compte que, en fait, sa famille, elle est un peu particulière. Déjà, on le sait dès le début, ses mamans le savent, elle a un pouvoir un peu particulier, c'est qu'elle est reliée à la nature. Et les plantes, en fait, les plantes ressentent ses émotions et elle peut un peu les manipuler dans le sens où elle peut les faire pousser, elle peut les faire faner, voilà, plein de choses comme ça. Et en fait, elle va se rendre compte que c'est peut-être quelque chose d'héréditaire et que c'est peut-être lié également au jardin qu'il y a dans le manoir. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il n'est pas très long, il fait 360 pages, c'est un premier tome, le tome 2 est sorti il y a pas longtemps, je sais pas si c'est une duologie ou s'il y en a plus. Je m'arrêterai à celui-ci, je n'irai pas la suite tout simplement parce que j'ai trouvé que ça manquait de description. Les personnages principaux physiquement, on sait que Briseis est à peu près comme ceci parce qu'elle est sur la couverture. Le reste du temps, les autres personnages sont à peine décrits. Il y a un moment où, je crois que même maintenant, en fait, il y a une de ses mères, on n'a pas son prénom, je sais pas comment elle s'appelle. J'ai trouvé, voilà, ça m'a dérangé. Du coup, en fait, j'avais l'impression que c'était pas approfondi, j'ai eu l'impression de survoler l'histoire. Et même si au bout d'un moment l'histoire commence un petit peu à bouger, à s'enchaîner, moi ça m'a pas convaincue. J'ai pas été embarquée en fait. Je me moquais un peu de ce qui arrivait à Briseis et à son entourage. Ce qui je trouve est révélateur dans un roman, c'est que quand on n'en a rien à faire du sort des personnages, c'est qu'on n'est pas attaché, c'est qu'on n'est pas impliqué. Et c'est le cas avec ce livre. Ça a été le cas aussi pour Pamela, qui a eu le même ressenti que moi. Donc voilà, je pense même lui que je vais le revendre sur Vinted. Parce que comme je ne vais pas lire la suite, j'ai pas envie de le garder dans la bibliothèque. Même si j'avoue qu'il est très beau. Surtout en version collector, il a un superbe jaspage. Mais voilà, ça a été une déception pour moi. Cette autrice avait écrit aussi Cendrillon est morte, il me semble, même édition. Je ne le lirai pas. Déjà, il ne me faisait pas spécialement envie par rapport au résumé. Mais là, avec ce que j'ai lu de celui-ci, ça passera pas pour moi. Ensuite, j'ai lu en mars The Blood Traitor de Lynette Noni aux éditions Hachette. Donc c'est le tome 3 de la trilogie The Prison Healer que j'ai terminé du coup avec ce tome-là. J'ai lu le tome 2 il n'y a pas bien longtemps et j'ai enchaîné avec ce tome 3. En fait, j'ai lu le tome 2 parce que je savais que le tome 3 sortait. Et maintenant, j'essaie de faire dans mes sagas que si un nouveau tome sort, j'essaie d'avoir lu celui qui est avant. Pour être déjà moins à l'amour et surtout pour si jamais la saga me déçoit au bout d'un moment, me dire stop, j'arrête d'acheter les tomes, c'est fini, je m'arrête là. C'est surtout pour les sagas qui sont assez longues. Là en tête j'ai par exemple celle d'Anna Swensen où il y a 10 tomes. Alors pour l'instant je les ai parce que je les reçois en service de presse et que je les écoute en audible. Je sais pas combien il y a de tomes mais à un moment je vais m'arrêter je pense. Donc voilà, j'essaie maintenant de ne pas avoir trop de tomes de retard et du coup voilà, et puis lui j'avais très envie de lire la suite.
Donc on retrouve du coup Kiva, donc, qui est... alors je vous explique ce qui se passe dans le premier, parce qu'en fait c'est passé tellement de choses que voilà, je ne veux rien vous révéler. Kiva est une jeune femme qui a passé les 10 dernières années de sa vie, donc elle a 16-17 ans, en prison, à la prison de Zalindov, où elle est guérisseuse. Son père l'était, et après son décès, elle a pris sa place. Elle a des capacités particulières, elle a un don en fait, pour soigner, qu'elle n'utilise pas pour pas que ça soit exploité après dans la prison, mais du coup elle a quand même des connaissances en matière de guérison. Et donc c'est une prison très très dure où l'expérience de vie est très courte pour les prisonniers parce qu'ils doivent aller travailler dans des tunnels, les conditions de vie sont vraiment affreuses. Et un jour en fait un nouveau prisonnier arrive et il va y avoir très vite un lien entre ce prisonnier et elle. Et à côté de ça, la reine rebelle est amenée en prison, elle a été kidnappée, elle a été arrêtée plutôt, et elle est amenée donc à l'infirmerie parce qu'elle est dans le coma. Et en fait, depuis petite, Kiva est liée un peu à la rébellion. Et là, elle reçoit des mots, on lui dit il faut absolument que tu gardes la reine rebelle vivante. Et en fait, le problème, c'est que la reine rebelle, pour être libérée, elle doit faire 3 épreuves. Et si elle survit à ces épreuves, elle sera libérée. Sauf qu'elle est dans le coma, elle ne peut pas les faire. Et du coup, Kiva va prendre sa place et faire ces 3 épreuves, ou du moins tenter de les faire. Parce que pour la particularité de ces épreuves, c'est que pour survivre, il faut avoir certains pouvoirs magiques, chose que n'a pas Kiva. Donc voilà, je peux pas en dire plus parce que malheureusement je vais vous spoiler le tome 2 et le tome 3 dans l'histoire. Sachez juste qu'on retrouve le même groupe de personnages qui, suite à une trahison, doivent faire face à une guerre, voilà, pour faire court. Et que Kiva est le mieux de tout ça. Le début du livre en fait est très compliqué pour elle parce qu'elle se retrouve dans une situation vraiment assez dangereuse, mais elle va faire en sorte de pouvoir s'en sortir et aller aider les personnes qu'elle aime et les aider du coup à régler cette guerre. Et il y a encore de la magie, il y a de la trahison, il y a de l'amour, il y a des combats. Voilà, j'ai beaucoup aimé vraiment cette trilogie. J'espère que l'autrice va en sortir d'autres, parce que, bon, pas de cet univers, hein, c'est terminé, mais qu'elle va sortir d'autres romans, parce que j'ai vraiment accroché à sa façon d'écrire. Et voilà, j'ai vraiment adoré. J'avais eu peur de lire le premier, parce qu'en fait, quand il y a trop de retours positifs sur certains livres, ça me fait un peu peur. En fait, je me dis, est-ce que ce succès est mérité? Est-ce que moi, je vais pas mettre la barre trop haute? C'est souvent ça, en fait. Quand j'entends beaucoup parler d'un livre, je mets la barre trop haute et puis c'est cuit. Et ce qui fait que j'avais attendu avant de le lire. J'avais attendu bien 6 mois. Et finalement, et ben voilà, pour moi, le succès qu'a cette trilogie, ou au moins le premier tome, parce que c'est plus connu, est largement mérité. Et d'ailleurs, le premier tome est sorti en poche, c'est le livre de poche jeunesse. Donc voilà, pour les plus petits budgets, c'est le top. Et enfin, le dernier que j'ai à vous présenter, c'est Light Lark, donc le livre 1 de Alex Aster aux éditions Lumen. C'est ma petite sœur Camille qui m'avait offert cette très très belle édition collector avec carte dedans. J'aime beaucoup donc le jaspage qui est là. Et en fait, je me suis un peu dépêchée de le lire. J'avais pas prévu de le lire tout de suite, mais la suite, donc Night Bane, est sortie il y a 2 semaines. Et toujours dans le principe dont je viens de vous expliquer, c'est que je ne voulais pas acheter un tome 2 sans avoir lu le tome 1, parce que aussi beau soit-il, il aurait pu ne pas me plaire. Vous vous doutez que si j'ai acheté le 2, c'est que le 1 m'a plu. Donc on va suivre une jeune femme dont j'ai mangé le prénom. Isla. Voilà. Isla est la reine des sauvages. Donc en fait c'est un monde de fantasy découpé avec 4 ou 5 univers, et Isla est la reine des sauvages. Et donc les sauvages ont un peu la particularité d'être liés à la nature, de faire... ils ont des liens avec les plantes, un petit peu comme ce cœur empoisonné en fait. Et en fait, comme tous les 100 ans, elle est invitée au Sentinel, en fait, qui est sur une île. Ils ont 4 mois, en fait, cette île est pendant 4 mois débarrassée, on va dire, d'une tempête qui frappe tout le temps. En fait, les gens qui habitent sur cette île, ils connaissent que ces 4 mois de soleil, on va dire, et tout le reste du temps, ils sont dans une tempête constante. Et en fait, tous les gouverneurs, les rois et reines de ces royaumes se retrouvent, et en fait ils veulent essayer de déjouer la malédiction qui leur a été lancée.
Donc par exemple pour les sauvages, la malédiction est qu'ils ne peuvent pas tomber amoureux parce qu'ils sont condamnés à tuer la personne qu'ils aiment. Pour les nocturnes, ils ne peuvent plus sortir la nuit alors qu'ils prennent leur pouvoir de la nuit. Il y a le roi de Light Clark, dont j'ai mangé le nom, qui lui au contraire est un pouvoir solaire, il ne peut pas sortir quand il fait soleil. Donc voilà, c'est pas mal de choses comme ça. Il y a Céleste également qui est la meilleure amie de Isla qui elle, tout son peuple est condamné à mourir à 25 ans. C'est-à-dire que dès qu'une personne a 25 ans, hop là, fini, rideau. Et le cinquième, c'est les Sélénites il me semble. Eux, ils sont condamnés tous les soirs de pleine lune à ce que le peuple se fasse embarquer par la mer. Donc s'ils sont trop proches de l'eau, en fait ils se font embarquer par les vagues et ils disparaissent. Donc voilà, c'est les malédictions de chaque royaume. Et du coup, Isla se retrouve à devoir participer à ce Sentinel, donc où en fait pendant 4 mois l'île est complètement libérée de la tempête et elle va devoir du coup survivre à cet événement et déjouer surtout la malédiction. Et pour ça, elle va devoir faire des alliances, éviter les complots, y survivre surtout. Et voilà, donc je vous en dirai pas plus parce que je vous en ai déjà révélé pas mal, qu'il y a quand même pas mal d'actions qui se déroulent dans ce livre. J'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai mis un peu de temps à le lire, j'ai mis une quinzaine de jours, tout simplement parce que ça concordait avec la prise de mon nouveau poste et que du coup le soir, hop là, je lisais un chapitre et c'était fini. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps mais j'ai bien aimé. Isla est un personnage vraiment attachant. Et il y a pas mal de révélations à la fin que je n'avais pas vu venir et qui me donnent d'autant plus envie de découvrir la suite. Donc voilà pour ce bilan lecture spécial imaginaire, j'espère que ça vous aura plu. Pour tout ce qui est livre poche, donc comme je vous ai dit, vous avez le tome 1 de celui-ci, The Prison Healer, qui est en poche chez le livre de poche jeunesse. Et vous avez le tome 1 de celui-ci, Lane Bardugo, la 9e porte, en poche chez GU. Pour les deux autres, ils sont un petit peu trop récents, donc je pense qu'il faudra attendre un petit peu avant qu'ils soient disponibles en petit format. Donc voilà, est-ce que vous connaissez certains des livres que je viens de vous présenter? Est-ce que vous en avez lu? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Et vous, de votre côté, qu'avez-vous lu récemment? Qu'est-ce qui vous a plu, qui vous a déplu? Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt!